14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Dans une histoire d'amour, il y a le premier temps, généralement durant lequel tout est merveilleux, et puis arrive souvent au deuxième temps une sorte de lutte de pouvoir, comme s'il était impossible d'être égaux. L'un des deux, si ce n'est les deux d'ailleurs, tente de prendre le pouvoir, et cette lutte de pouvoir est assez normale, et c'est pas bien grave si chacun des partenaires parvient à se mettre d'accord, et en général, chacun va avoir un pouvoir dans un domaine en particulier, puis l'autre dans un autre domaine. Parfois, il y a un membre du couple qui va dominer franchement et l'autre va se soumettre volontiers. Alors cette configuration, elle peut fonctionner, mais c'est assez rare que ça tienne sur le long terme parce que il peut y avoir des renversements de situation, si je puis dire. En tout cas, ce qui est tout de même très embêtant, c'est quand on essaye de manipuler l'autre pour garder le pouvoir. Ces luttes de pouvoir, je vous propose qu'on en parle en compagnie de Jean-Charles Bouchou. Nous allons évoquer ce sujet avec vous, bien sûr, et je vous invite à témoigner. Jean-Charles Bouchou était avec nous hier. Il parlait de la possession. Et c'est vrai que lorsqu'on est possédé, il y a peut-être quelque chose qui prend le pouvoir sur nous aussi. Et on va peut-être pouvoir déjà reparler de ça dans un instant. Mais en tout cas, vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. Bonjour Jean-Charles Bouchou. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Oui, c'est vrai, on a évoqué un très beau sujet hier, oui. La possession, sujet nouveau. J'avais jamais parlé de ce thème dans cette émission. On a eu beaucoup de témoignages qui allaient dans ce sens. Absolument. Bien sûr. Et justement, est-ce que justement, quand on est possédé, la possession prend le pouvoir sur nous, hein? C'est exactement ça. Et de vouloir, pour rester dans le thème d'aujourd'hui, posséder l'autre, c'est que nous sommes possédés par ce désir de posséder. Parce que c'est pas très logique. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de prendre le pouvoir sur l'autre? Si j'ai besoin de prendre le pouvoir sur l'autre, ça abrite à mon avis une peur. Quelle peur? La peur de quoi? C'est ça les questions qu'on devrait se poser. De quoi est-ce que j'ai peur à vouloir prendre le pouvoir sur l'autre? Alors, on peut avoir peur de le perdre. Oui. On peut avoir peur de ne pas être suffisamment reconnu. Et donc. Et c'est le meilleur moyen de le perdre? Absolument. Parce qu'à vouloir prendre le pouvoir sur l'autre peut à un moment donné nous envoyer promener, puis à mon avis, il aura bien raison. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette lutte de pouvoir, elle est pratiquement nécessaire. Enfin, nécessaire, ça c'est pas vrai, mais elle est pratiquement obligatoire. Elle va arriver à un moment donné quand on va se mesurer à l'autre. Pourquoi, là encore, aurions-nous besoin de nous mesurer à l'autre? C'est parce que quelque part, nous nous acceptons pas tels que nous sommes. Non, mais je suis d'accord, mais bon. On l'avait évoqué hier, souvenez-vous, on parlait de l'adulte. L'adulte, c'est celui qui est responsable et c'est celui qui accepte de se tromper, par exemple. Oui, mais excusez-moi, Jean-Charles Bouchou, mais on sait très bien que dans le domaine amoureux, on n'est pas tout à fait adulte. Sinon, oui, effectivement. Le domaine amoureux et le domaine du travail aussi sont des endroits où on régresse. On régresse en posture infantile, ouais. Donc, le patron, c'est le pater, nous, on est les enfants. Donc forcément, dans le domaine amoureux, il y a à un moment donné cette fameuse lutte de pouvoir qui se dépasse, si on est en effet quand même adulte. Mais si on est encore très immature, cette lutte de pouvoir, elle peut être vraiment très violente et très, très douloureuse. Voilà, et la réponse, sûrement celle qu'on amènera au cours de l'émission, c'est tourner le regard vers l'intérieur. Retourner le regard vers soi, à l'intérieur de soi, pour voir qu'est-ce qui est dysfonctionnel et à quel endroit j'agis comme un gamin, quoi. Alors moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que dans cette lutte de pouvoir, en général, ça se règle très bien parce que chacun a un pouvoir dans un domaine particulier. C'est un petit peu comme il y en a un qui va s'occuper plus particulièrement de régler les endroits où on va partir en vacances, l'autre qui va régler plus la décoration intérieure. Et à partir de ce moment-là, ça se passe assez bien. Si on arrive à un équilibre, oui. Parce que dans cette posture d'enfant, vous en avez qui sont dans la posture du nourrisson, c'est-à-dire qui sont là pour la téter. Ils vont vouloir abuser de l'autre, abuser de l'autre, et ne vont rien donner. Ils vont demander à l'autre de prendre tout en charge. Va faire la cuisine, occupe-toi de la déco de la maison, prépare... Quelle chemise je mets aujourd'hui, ma chérie? Oui. Vous connaissez ça? Oui, je connais parce que c'est vrai que j'ai jamais eu beaucoup de goût pour m'habiller. J'aime bien qu'on décide à ma place. Non, mais voyez, c'est ces phrases, qui révèlent justement le côté infantile. Ça peut être un côté infantile, ça peut être aussi du côté du lâcher-prise. Moi, dans mon cas, c'est que je m'en fiche. Donc, si l'autre me dit t'es bien quand t'es habillé comme ça, écoute, je vais faire ça.
ça, et c'est souvent de bons conseils que moi j'aurais pas été capable de trouver tout seul. Oui, parce qu'il y a la différence entre de poser comme question à son partenaire qu'est-ce que t'en penses si Oui. ça c'est Tu es plus habile que moi dans l'habillement, donc je vais suivre ton conseil. Tout va bien, mais si on dit dis-moi je fais quoi là, on est déjà dans une position où on donne le pouvoir à l'autre de décider à notre place. Et quelquefois on donne le pouvoir à l'autre et ensuite on le lui reproche. Ça s'entend, ça, parfois. Ça, c'est fréquent. Je dirais même que c'est très fréquent. Oui. Mais parce que, encore une fois, dans la relation amoureuse, c'est pas toujours simple de prendre ses responsabilités. C'est tellement plus facile d'accuser l'autre de ce qui va pas. C'est pas simple d'être un adulte. C'est pas facile d'être un adulte. Un adulte, c'est ça. Un adulte, c'est quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un qui connaît ses limites et qui est capable de dire, moi, j'ai pas de goût pour m'habiller. Dis-moi qu'est-ce que je mets ce matin. Ça peut être adulte, hein. Oui, bien sûr. Mais alors, ce qui est intéressant. Puisque là, j'avance dans mes réflexions en même temps qu'on en parle, hein, Jean-Charles Bouchou. Les brainstorming. Mais ce qui est embêtant, c'est que si on est trop adulte, on va plus être amoureux. On n'a plus besoin d'être amoureux. Ah, c'est super intéressant ce que vous dites. Donc, l'état amoureux serait un état infantile. Je réfléchis à voix haute. Je pense que, oui, peut-être que le Bouddha aurait pu dire ça, puisqu'à un moment donné, il dit à ses moines, ceux qui veulent devenir moines bouddhistes, renoncent à la sexualité, renoncent à la vie de famille, hein. Ouais. Après, il existait des bouddhistes laïcs qui gardaient une vie de famille, qui gardaient une sexualité. Oui, mais c'est le fameux tantra blanc ou sec ou humide en quelque sorte. Voilà, voilà. Mais le Bouddha, lui, à l'époque, le tantra n'existait pas. Hein. Le Bouddha disait, si vous êtes moine bouddhiste, à ce moment-là, vous renoncez. Et peut-être que pour lui, l'amour amoureux était une posture infantile. Je comprends très bien cela. Mais je pense qu'on doit pouvoir quand même être adulte et aimer. On aimera différemment, mais on peut aimer, un adulte peut aimer. Oui, mais à ce moment-là, c'est un amour plus amical, si je puis dire. Ouais. Enfin, on est moins dans la passion. On n'est plus dans la passion, en tout cas. On n'est plus dans la passion. Cette passion, ça veut dire souffrance. Hein. La passion du Christ n'était pas joyeux quand même. Hein. Non. Donc c'est intéressant de voir que enfin moi je suis une grande amoureuse, j'ai été une grande amoureuse, je me suis quand même bien assagie et heureusement, mais il est certain que c'est un domaine où on apprend beaucoup sur soi. Et si on est capable de se remettre en question, oui, absolument, vous avez raison. Donc ça montre bien qu'on a besoin d'apprendre sur soi, et moi j'aime bien penser qu'il nous arrive ce dont on a besoin. Bien sûr, si on est capable, comme on le disait tout à l'heure, de donner le pouvoir à l'autre, puis à un moment donné d'avoir envie de lui reprocher et de comprendre que c'est en fait nous qui lui avions donné le pouvoir, là on grandit. Mais si on se pose dans le reproche, exclusivement dans le reproche, et ça existe beaucoup, à ce moment-là on grandit pas du tout. Voilà, et c'est important de bien comprendre que donc pour être dans une relation de pouvoir qui ne soit pas négative, il faut savoir s'affirmer dès le départ. Ouais, il faudrait, oui. Ouais, donc il faudrait être adulte à l'origine. Il faudrait dès le départ être dans l'amour pour l'autre, mais quand même rester dans l'amour pour soi. Oui. Et donc se respecter et s'affirmer et savoir dire non. Oui. C'est compliqué tout ça. C'est compliqué, surtout quand on tombe amoureux très jeune. Et à ce moment-là, toutes ces questions, ça ne les a pas posées encore. Non. Donc on serait presque obligé de commencer par un échec. Et oui. Une relation amoureuse où on est gamin. Sauf si on a eu une très très bonne enfance. Si on a eu une très très bonne enfance. Ou qu'on grandit ensemble dans le couple. Et oui, ou sauf si on grandit ensemble. Bon, on va voir. En tout cas, on lance le sujet, la lutte de pouvoir. Vous avez envie de vous exprimer. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous nous appelez sur Sud Radio 0826 300 300. Et c'est avec vous qu'on va avancer parce que finalement, nous aussi, on découvre. Ah ben, on est là pour. Moi, je suis là pour apprendre. Toujours. Ça prouve qu'on est toujours capable d'apprendre. C'est déjà bon signe. Ça veut dire qu'on n'est pas un sachant. Non, surtout pas. Ou un expert, c'est le mot à la mode aujourd'hui. Jean-Charles Bouchou est avec nous, c'est toujours un plaisir de le recevoir et on vous invite dans un instant à prendre la parole. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous, psychanalyste, psychothérapeute, et nous évoquons les luttes de pouvoir dans le couple. On commence avec Diane qui nous rejoint. Bonjour Diane, merci de prendre la parole. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Diane. Alors, allez-y, on vous écoute. Alors, moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée, parce que je suis de nature plutôt dominante et plutôt leader dans la vie. Et donc là, je suis en couple depuis 3 ans et mon compagnon, en fait, vient de me rejoindre dans mon travail depuis le mois de septembre. Donc, et aujourd'hui, j'ai créé ma société. J'ai une agence immobilière. J'ai créé ma société
Et du coup, il m'a rejoint et j'ai monté la société toute seule. Il travaille avec moi. Et donc, il y a ce problème, ce qui n'est pas un problème, hein, mais je suis sa patronne à la maison, parce qu'en plus, la société est à la maison. Donc, je suis sa patronne dans la vie professionnelle et je suis sa compagne dans la vie de tous les jours, évidemment. Donc parfois c'est assez compliqué de lutter entre le pouvoir entre guillemets qui est pas un vrai pouvoir, hein, qui est. En tout cas, vraiment... vous êtes son chef dans la vie professionnelle. Exactement. Exactement. Et pour autant, dans la vie de tous les jours de notre couple, je lui laisse de la place. Oui. Je lui laisse de la place pour qu'il puisse exister et avoir sa propre... Même en termes d'organisation pour la maison. C'est-à-dire que j'ai dû faire des concessions, entre guillemets, dans ma lutte de pouvoir, qui est toute seule. Hein. Je lutte toute seule contre moi-même. Hein. Et donc, du coup, j'ai dû faire des concessions pour pouvoir laisser une place pour avoir un équilibre. Oui, mais même dans la phrase que vous dites « je lui laisse de la place », c'est encore vous qui êtes la patronne. C'est-à-dire qu'il a de la place, d'accord, mais c'est parce que vous la lui laissez. Oui. Mais, en même temps, on va pas me... Oui. Oh. Est-ce qu'il la prend, cette place? Il la prend. Bon. Il la prend volontiers. Je lui laisse... Alors, c'est souvent une question d'organisation, par exemple, pour la maison. Mais est-ce que ça lui arrive de vous demander un peu plus de place? Pas du tout. Je pense qu'il est quand même bien content de prendre la place. On trouve notre équilibre, on va dire, et puis là, de toute façon... on trouve notre équilibre par rapport à notre vie de tous les jours. Et en fait, moi, j'ai fait un tel travail sur moi-même aussi pour être un peu plus adulte et un peu plus à l'écoute que je m'aperçois qu'il faut que je lui laisse de la place. Voilà. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quand même quelque part où vous l'admirez et où il vous donne l'envie de l'écouter, enfin, vous voyez, où il serait tous les jours. Tous les jours dans la vie quotidienne, dans nos réflexions, même au niveau du travail. J'ai beau être la patronne, j'ai beau avoir 25 ans d'expérience. Non, mais par exemple, hein, je vais prendre un exemple très très basique que tout le monde va entendre. Quand vous discutez de politique, hein, par exemple, hein, c'est vraiment un exemple. Hein, de temps en temps, il vous dit quelque chose et vous le regardez et vous lui dites « Ah oui, t'as raison ». Est-ce que ça arrive, ça? Oui, tous les jours. Bon, donc tout va bien. Ça veut dire que vous le respectez et vous l'admirez dans son intelligence, par exemple, ou en tout cas dans sa capacité à analyser des choses que peut-être vous analyseriez moins bien que lui. Vous voyez, c'est ça qui est aussi intéressant à comprendre puisqu'on parle de lutte de pouvoir. C'est-à-dire qu'on peut être très dominant dans un domaine et puis être très reconnaissante dans un autre domaine de ce que l'autre nous apporte. Oui, là se créera un équilibre et on s'apporte mutuellement. Oui, complètement. Et puis même au niveau du travail où je suis censée diriger, être plus dominante, diriger. Mais vous voyez, utilisons le terme. Vous dirigez, vous n'êtes pas dominante. C'est pas pareil. Je dirige. Ah oui, je dirige. Vous dirigez parce que vous êtes la patronne, voilà. Mais dominer. Enfin, on peut diriger sans dominer ses employés. Bien sûr, c'est comme quand on est au volant de la voiture, on conduit, donc on dirige la voiture, mais c'est pas pour autant qu'on est dominant vis-à-vis de ses passagers. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Oui, vous voyez. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant dans votre témoignage, Diane, c'est qu'on voit bien que vous avez eu l'habitude un peu ces derniers temps de gérer votre vie, de diriger votre vie, et que là, quelque part, vous avez été obligé de faire quelques compromis. Mais que vous avez fait par amour et que visiblement vous faites bien, enfin il me semble. Écoutez, oui, effectivement, en tout cas par amour. Et puis parce que dans ma dernière, ma plus grosse relation, qui est celle de mon ex-mari, le papa de mon fils, j'ai pas du tout laissé de place. C'est-à-dire que pour le coup, je dirigeais quoi qu'il arrive. Voilà. Et donc du coup, ça s'est mal fini aussi par rapport à ça. Donc j'ai appris à comprendre que je pouvais pas tout faire toute seule, même si j'ai tendance à dire j'ai besoin de personne. Donc il me le répète régulièrement, elle me dit oui, heureusement que tu as besoin de personne. Mais est-ce que c'est vrai que vous avez besoin de personne? Pas du tout. Bien sûr que j'ai besoin de lui. C'est bien. Je lui dis en plus. Vous lui ferez écouter l'émission. Oui, je
suis. Je lui ai dit, il est en rendez-vous et je lui ferai écouter la démission. Non, parce que vous voyez, quand on dit je suis indépendante, j'ai besoin de personne, c'est quelque part un mécanisme de défense. Oui, bien sûr. On n'est pas dans la réalité. Sinon, si on a vraiment besoin de personne, on va vivre sur une île déserte. Et encore une fois, c'est fondé sur une peur. Hein. C'est souvent la peur de l'abandon, la peur de la trahison, c'est la peur des choses qu'on a vécues quand on était gosse. Ouais. Oui, c'est effectivement, ça fait partie des craintes et puis de mon modèle aussi, mon modèle familial. Ma mère était comme ça, mais il a fallu, j'ai beaucoup travaillé sur moi pour me sortir de ce modèle-là. Votre mère était dominante ? Ma mère était dominante, ma mère était ultra dominante. D'accord. Ouais. D'ailleurs, le prénom que vous avez choisi, Diane, c'est pas un hasard. Hein. Diane Chasseresse, c'est une déesse. Ouais, c'est la déesse de la chasse. Ouais. C'est mon papa qui l'a choisi. Ah. Et avec ma maman, hein, bien sûr. Mais c'est effectivement, dans mon quotidien, je l'utilise tous les jours. On voit que je suis un peu une guerrière et que je monte au fond. Et pourquoi pas, oui, bien sûr. Du moment que vous appréciez le repos de la guerrière. Ouais. Si vous voyez ce que je veux dire. Exactement. Non, mais vous voyez, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans cette notion de sexualité féminine, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à jouir, c'est tout simplement parce que elles auraient l'impression, en donnant leur orgasme à l'homme, qu'elles seraient dominées. Et alors que non, on n'est jamais dominé. Pas du tout. Bon, vous voyez, vous me comprenez. Donc, non, mais c'est vrai, c'est important de comprendre que, oui, est-ce qu'on donne le pouvoir à l'autre lorsqu'on jouit ? Voilà une vraie question. En tout cas, il y a un relâchement et un... obligatoire, oui. Et voilà, qui est forcément... Eh ben, c'est bien ce que les gens qui sont dans le contrôle ne jouissent pas. Prise. Exactement, il y a un lâcher prise. Et quand on est, beaucoup de femmes mettent longtemps à accepter ce lâcher prise parce que justement, si on lâche prise, il n'y a plus de relation de pouvoir avec l'autre. Ah oui. Mais sinon, soit on domine l'autre et puis on veut le faire jouir, soit on est dans le contrôle et on n'arrive pas à jouir. Exactement. C'est vrai. Donc, vous voyez, tout va bien, Diane. S'il vous fait jouir, c'est que tout va bien. Tout va très bien. Non, mais merci de votre témoignage, parce qu'on voit bien que c'est pas simple de lâcher son besoin d'indépendance qui au fond... Alors oui, on lâche prise quand on accepte de jouir, c'est très intéressant comme exemple, mais on lâche prise aussi quand on accepte d'être un dirigeant. Parce ça s'accepte aussi. Ça s'accepte aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient diriger, mais qui n'osent pas parce qu'ils auront le sentiment de ne pas être à la bonne place. C'est une charge de responsabilité énorme de diriger. Bien sûr, oui. Et d'ailleurs, les bons dirigeants ne sont pas dans le pouvoir. Non, normalement pas. Ça, c'est un message qu'on va envoyer à quelques hommes politiques. Hein. Tous les hommes politiques. Non, ça, je ne me permettrai pas de généraliser. Si, vous pouvez généraliser. Il est loin le temps où on avait des vrais hommes politiques. Bon, ça, c'est votre avis, Jean-Charles Bouchou. C'est mon avis. Mais c'est bien, vous avez tout à fait... et j'ai l'impression que Diane est d'accord avec vous en plus, alors bon. Non, je rigole. En fait, je pense aussi au manager. On dit qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui sait diriger, mais qui ne veut pas le pouvoir et qui met l'autre personne en avant. On est loin de nos politiciens. Oui, donc, bien sûr. Voilà. Bon. C'est la capacité c'est la capacité à s'oublier. Dans la jouissance, c'est la capacité à s'oublier, mais même dans le fait de diriger, c'est la capacité à être dans le bien commun, quoi. Oui, dans un objectif. C'est ça, pour et c'est vraiment ce qu'ont oublié nos politiciens. Dans l'objectif du bien pour l'entreprise, en fait, avec bien sûr des employés. Oui. Et c'est vrai que vous avez, dans ce sens, un peu raison. Normalement, un chef d'État est dans le bien de la France. Il devrait, mais c'est pas le cas. C'est pas toujours le cas. Non, c'est plus le cas depuis très longtemps, en fait. Bon, eh bien, on va revenir sur la lutte de pouvoir dans le couple, Jean-Charles Bouchou et Diane. En tout cas, merci Diane, merci beaucoup de votre témoignage. Et on continue dans un instant avec le Love Conseil intéressant, là, les 3 clés pour s'aider à changer ou aider à changer l'autre ou son couple. Oh, il y a beaucoup à dire, Jean-Charles Bouchou. Oui. On se retrouve dans un instant.
Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Jean-Charles Bouchou, je ne sais pas, parce que c'est un love conseil très basique que je fais, qui n'a rien à voir avec la psychologie, la thérapie, etc. C'est juste pour aider les gens qui peut-être n'iront jamais en thérapie à peut-être changer, ou aider leur partenaire à changer, ou aider à changer son couple. Donc la première clé, ça consiste à observer sans juger. Bien, c'est excellent conseil. Bon. Deuxième, en quelque sorte, c'est rester neutre sans accuser quiconque ou se culpabiliser. Accueillir l'autre. Ou se culpabiliser. Bien sûr. Bon, je continue. Oui. La deuxième clé, ça consiste à accepter ce qu'on a découvert. Donc là encore, à bannir tout jugement, parce que c'est en acceptant ce qui est, même si bien sûr ça ne nous plaît pas, qu'on pourra avancer vers un autre comportement. Donc ça permet, j'allais presque dire, un début de lâcher prise. Voilà. Et la troisième clé, ça consiste à décider, donc à choisir ou à transformer. Et voilà. Et donc, c'est 3 verbes qu'il faut prendre en considération. Donc, on va choisir vers où on a envie d'aller. On va décider de ce qu'on veut vraiment et de ce qu'on ne veut plus. Et donc, on va essayer de mettre en place une stratégie qui va permettre donc de transformer ce qu'on a découvert et qu'on ne veut plus. D'accord. Ça vous va comme Oui, c'est un joli programme. Voilà, mais c'est très basique, encore une fois, mais c'est finalement, ça marche assez bien. Oui, sur des puis ce choses qu'on accorde simples. à l'autre, se l'accorder à soi-même. De la même façon, les mêmes règles, elles peuvent, on peut se les tourner vers soi aussi. S'apercevoir que, on a une faille, un défaut, et on le regarde avec bienveillance, c'est pas si grave. Et par exemple, si on a envie de faire évoluer son couple, déjà on observe comment va son couple. Ensuite, on voit ce qui nous plaît pas trop, ce qu'on aurait envie de changer. Et puis après, on voit comment on peut justement avec ces 3 verbes décider, choisir et transformer. D'accord. Bon, je suis ravie que mon love conseil est très simpliste vous convienne. Bonjour Samia. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Samia. Bonjour. Et allez-y, on vous écoute Samia. Alors donc moi, donc dans le pouvoir, donc c'est bien aussi que les hommes nous laissent la place de pouvoir aussi. Donc moi dans mon couple par exemple, c'est moi qui ai le pouvoir dominant au niveau sexuel, mais dans le reste c'est tout mon compagnon qui domine. Voilà, qui décide. Ça vous convient ? Alors ça me convient, des fois ça me convient, des fois ça me convient pas. Alors donc j'essaye d'imposer, parce que donc je me dis bon après donc voilà, c'est vrai qu'au-delà de 50 ans on se pose la question, on se dit mais est-ce que j'ai le droit de pouvoir, comme disait une humoriste que j'aime beaucoup, Florence Foresti, est-ce qu'on a le droit d'imposer beaucoup de choses ou pas en tant que femme? Et c'est vrai que c'est là où on prendrait tout notre pouvoir quoi. Mais en tant que femme, pourquoi en tant que femme? En tant qu'être humain? Exactement. Mais en tant que femme, oui, en tant que femme, en tant qu'être humain. Qu'est-ce que vous aimeriez, par exemple, imposer dans votre couple? J'aimerais bien que ce soit lui aussi, qui soit un peu dominant, vous voyez, dans l'acte. Aussi, dans la sexualité. Dans la sexualité. Donc j'ai l'impression que c'est toujours moi qui domine. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est pas tellement dans la vie. Donc ça voudrait dire que vous êtes peut-être plus soumise que vous ne le pensez, puisque vous acceptez d'être soumise dans la vie quotidienne, sauf que dans la sexualité, vous auriez envie d'être un peu plus soumise, oui. C'est ça. Et après, donc, un peu plus affirmé dans la vie quotidienne, en disant, non, là, c'est moi qui décide qu'on part à tel ou tel endroit, ou qu'on fait telle ou telle chose, par exemple. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 6 mois. 6 mois, on peut faire bouger les choses. Oui, c'est pas encore complètement sclérosé, comme on dit. C'est ça. Mais après, c'est vrai qu'il est assez... lui, il est dirigeant d'une entreprise et il est assez... il aime bien donc dominer, diriger aussi, quoi. Donc, voilà. Dominer, diriger, c'est pas la même chose. Ouais, c'est ça. Et parfois, des gens qui dominent ou qui dirigent à un endroit aiment bien être dominés et dirigés à un autre. Ça leur permet de lâcher prise aussi. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il lâche prise quand on est dans l'acte sexuel, quoi.
Oui, Bien sûr. Ben, c'est vrai qu'il y a des dirigeants qui, sexuellement, ont vraiment besoin d'être dominés parce que ça leur permet d'avoir une soupape de sécurité. Ouais. C'est leur symptôme, comme dirait Jean-Charles Bouchou. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Mais je pense que c'est ça. Parce que donc, même dans son travail, quand on en discute avec des personnes avec qui il travaille, il dit, mais comment tu fais pour... Je dis, non, comme moi, donc ça se passe bien à la maison, quoi. Donc après, c'est sûr que... Mais c'est quelqu'un, visiblement, dans ce que vous dites, c'est quelqu'un qui a quand même de fortes responsabilités, me semble-t-il. Complètement. Oui. Complètement. Donc il y a quelque chose de très angoissant, sans doute, chez lui, de par son métier. Et cette angoisse très, très profonde, il peut la libérer dans cette soumission dans la sexualité, sans doute. Sûrement, ouais. Alors ça, il faut peut-être le truc ou que lui essaye aussi. Non, mais là, on va peut-être aborder un sujet que Jean-Charles Bouchou a envie d'aborder, qui est la respiration. Peut-être que cet homme, s'il faisait un peu de respiration reverse. Oui, alors la respiration reverse, elle permet de libérer des traumas, justement. Donc, évidemment que dans tous nos comportements, on trouve souvent à l'origine un traumatisme. Et c'est un traumatisme qui fait qu'à un endroit, on va avoir envie de diriger. C'est un traumatisme parfois qui fait que quelque part, on va se laisser faire. Donc oui, respiration reverse, c'est une très très bonne idée. Ouais. Respiration reverse. Ouais, je vais en parler. Ça, oui, enfin, un bon nettoyage intérieur. Oui, parlez-lui-en. Parce que moi, j'ai rien contre le fait que la sexualité serve à libérer de l'angoisse. Hein. Moi, je suis même convaincue que c'est une très bonne. Sauf qu'à un moment donné, quand il n'y a que ce moyen-là et que la partenaire aurait envie qu'il y ait une sexualité de temps en temps un peu différente, à ce moment-là, il faut qu'il ait un autre moyen de libérer son angoisse. Vous voyez ce que je vous propose, Samia? Oui. Vous lui en avez parlé de votre désir d'être dominé? Complètement. Et alors, qu'est-ce qu'il en dit? Rien. Oui, il n'en dit rien, c'est ça. Ben oui, il en dit rien parce que ça peut pas lui parler, puisque c'est tellement important pour lui d'être dominé dans sa sexualité. Parce qu'on voit bien que là, on n'est même plus on n'est pas dans la sexualité plaisir, on est dans la sexualité réparatrice. On est dans le symptôme, comme vous dites, Jean-Charles Bouchou. Oui. Donc il peut pas l'entendre. Il faudrait qu'il trouve un autre endroit pour pouvoir se libérer. C'est vrai que la respiration, c'est une très bonne idée. Hein. Je vais lui en parler. Donc, alors ça peut être la respiration, ça peut être un sport, ça peut être, vous voyez, il faudrait qu'il puisse relâcher cette tension et ou cette angoisse plus exactement, mais on va parler de tension pour être plus grand public. Bien sûr. Il faudrait qu'il puisse libérer cette tension qu'il se met dans ses fortes responsabilités. Ouais. Il faudrait qu'il puisse la libérer un peu ailleurs pour être plus libre dans sa sexualité. Oui. Ça vous parle, Samia? Oui. Complètement. Que la sexualité soit pas un lieu de thérapie. Ouais, c'est ça. Exactement. Pas que ça, en tout cas. Ouais. Hein. Bien sûr. Oui, la sexualité est thérapeutique, on est d'accord, mais il ne faut pas que ce soit un lieu de thérapie. Il faut qu'il y ait un autre lieu ailleurs. C'est ça. Hein? Mais je vous remercie, mon conseil. Bon, mais ce qui va être compliqué quand même, c'est que ce qu'on est en train de vous dire, que vous avez l'air de très bien comprendre, et bravo, Samia, je suis pas sûre qu'il soit apte à la comprendre, parce qu'il est peut-être dans le déni de cette tension qu'il se met professionnellement, parce que sans doute que s'il a choisi ce métier et cette tension, ça libère aussi quelque chose. C'est aussi, ça parle aussi de lui. Donc allez-y. Doucement, si je puis dire, pour pas que ça crée. Moi, je voudrais pas qu'il y ait un problème dans votre couple à cause de quelque chose qui serait trop violent pour lui à entendre. C'est ça. Mais j'essaie de lui en parler tout doucement, hein, donc doucement pour essayer déjà peut-être, si c'est possible pour vous, allez vous promener tous les deux dans la nature et faites-le respirer contre les arbres, faites-le un petit peu décompresser. Ah, la sylvothérapie, ça s'appelle. Et ça marche très très bien. Oui. C'est-à-dire le fait d'aller se promener en forêt ou dans la nature et de se mettre à l'unisson de la nature qui nous entoure, c'est une excellente thérapie. C'est ce que je fais souvent, moi. Ah ouais. Donc déjà, si vous pouvez voir un peu si ça lui parlerait, et comment, si quand vous le promenez dans la nature, il est en train de penser à regarder son téléphone tous les 3 minutes, c'est que ça marche pas bien. Hein. Ouais. Il faut laisser le téléphone à la maison. Ah oui, ça c'est clair. Non, ça on a une règle, c'est que quand on est tous les deux, il n'y a pas de téléphone. Bien.
Ouais, c'est vraiment la règle qu'on s'est mis tous les deux. Donc, à part si vraiment c'est les enfants qui appellent ou les choses comme ça. Mais sinon, non, on éteint le téléphone. On donc vous n'êtes pas avec un cas désespéré, ça va bien. Non, ça va. Et puis, ce qu'il faut vous dire aussi, Samia, c'est que vous vous êtes trouvés sans doute. Hein, c'est-à-dire que vous êtes l'un et l'autre, le symptôme de l'autre. J'aime bien, je m'amuse à utiliser sans cesse ce terme de symptôme dont vous avez parlé hier, hein, Jean-Charles Bouchou. Mais c'est important. Mais donc c'est plutôt ça, c'est plutôt le chouette. Le symptôme est un docteur, et pas la maladie. Mais bon, c'était ce qui était ressorti hier de l'émission que nous avions faite. Ça veut dire que l'un pour l'autre, vous vous êtes trouvés parce que vous vous faites du bien. Et donc, il ne faut pas du jour au lendemain changer vos comportements. Non. Parce que votre couple va bien. Oui, très bien. Donc, il faut faire bouger les choses par dose homéopathique. Oui, c'est ça. Et donc ça demande un peu de temps et d'y aller à petits pas. C'est ça. Voilà. Mais je vous remercie de vos conseils. Hein. Je vous en prie, on est là pour donner des conseils. Et c'est là où on voit encore une fois, moi je ne cesse d'y penser, mais dans la sexualité, il y a aussi énormément de lutte de pouvoir. Quand on se refuse à l'autre, quelque part, on le punit. On le punit, vous êtes bien d'accord. Ouais. Quand on veut lui imposer son fantasme, on veut prendre le pouvoir. Ouais. Ce qui est un peu triste, mais bon... c'est un peu triste, mais en même temps, c'est tellement fréquent. Oui, j'imagine. Ouais. Donc, il faut aussi examiner qu'est-ce qu'on... On devrait laisser le pouvoir à la porte de la chambre, quoi. Il n'y a pas de pouvoir. Sauf si c'est un jeu, sauf si c'est décidé. Sauf si Samia, elle offre à son compagnon une paire de menottes en lui disant, va, attache-moi et fais-moi mal, Johnny. Oui, bien sûr. Et là, c'est pas prise de pouvoir, c'est un jeu. C'est pas exactement la même chose, hein. Non. Le jeu dans la sexualité, il n'y a aucun problème. Quand c'est toujours la même question d'être sujet. C'est-à-dire que si on est tous les deux sujets et que l'un choisit d'être le chef et l'autre l'esclave, enfin, je schématise évidemment. Il y a aucun problème. C'est quand on impose et qu'on prend l'autre comme objet que la sexualité devient une lutte de pouvoir. Bien sûr. Et c'est toujours la même deal. Donc réfléchissez bien si dans votre sexualité avec votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, hein, si vous restez sujet de votre désir ou si vous vous sentez obligé de subir le désir de l'autre. Voilà, c'est à ce moment-là. De le subir ou de le satisfaire. C'est pas exactement la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'on peut être aussi un dominant parce qu'on sait que l'autre aime être dominé et c'est pas forcément notre tasse de thé au départ. Voilà. La prise de pouvoir, elle peut venir aussi du côté de l'esclave. Hein. C'est vrai. Eh bien, si c'est votre cas, vous avez envie de témoigner, vous pouvez nous appeler et on pourra parler de ça dans cette deuxième heure. En tout cas, on continue évidemment à évoquer les luttes de pouvoir dans le couple. Je vous propose une petite devinette. Quel est le plus petit filet qui permet de pêcher ? Je vous laisse le temps des infos pour me trouver la réponse. Et vous pouvez nous rejoindre, bien sûr, au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Jean-Charles Bouchou, nous évoquons les luttes de pouvoir dans le couple et puis on vous invite évidemment à nous raconter comment vous gérez ça. Hein. Alors encore une fois, il y a des petites luttes de pouvoir et c'est pas très grave et c'est assez normal. Et puis il y a parfois vraiment des rapports de force qu'il faut à ce moment-là essayer de dépasser. La réponse à ma devinette avant de donner la parole à Max qui nous rejoint. Quel est le plus petit filet qui permet de pêcher ? Aucune idée. L'entrefilet, filet mignon. Non, en fait, c'est le string. Pourquoi ? Parce qu'il contient une moule, parfois une barbue, et puis quelquefois, il y a même un maquereau qui tourne autour. Donc voilà, nous sommes vraiment dans le plus petit filet de pêche. Voilà, c'était évidemment un jeu de mots. Bonjour Max. Bonjour à Brigitte, bonjour à Jean-Charles. Bonjour Max. Merci d'être avec nous Max en tout cas, et on vous écoute. Merci à vous de m'inviter, de m'accueillir surtout. Donc je voulais donner déjà suite à ce que vous êtes en train de dire avant. Dans l'analyse transactionnelle, il y a les états du moi. Elles sont 3 états principalement, c'est l'état parent, enfant et le troisième, je ne me souviens pas, mais c'est pas grave. Adulte. Et
Adulte, oui, exactement. Merci. C'est intéressant que vous ne retrouviez pas ce mot. Oui, non, c'est intéressant, oui, c'est vrai. C'est bien, Max, vous n'êtes pas trop défendu, bravo. Bravo. Non, mais c'est vrai. Mais je t'ai concentré sur le fait que malheureusement, dans les couples, souvent, l'un des deux partenaires, il a tendance à prendre la place du parent. Oui. Et à mettre l'autre dans la position enfant. Oui. C'est vrai. Et ça arrive surtout, par exemple, comme on disait avant, dans la sexualité, où la femme, souvent c'est la femme, pour ne pas dire tout le temps, il unit les partenaires en disant non, ce soir, quand même, on ne fait pas l'amour parce que tu n'as pas été sage. Oui. Voilà. Et ça, c'est une classique position parent-enfant. Voilà. Et par rapport aux pouvoirs dans les couples, j'ai beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai que dans les temps passés, dans les années 70-80, les pouvoirs c'était une forme presque d'agressivité, de violence, surtout de la part des hommes. Aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu plus affiné la prise de pouvoir. Ça passe surtout par les émotions. Ce sont plus des gestes violents, des agressivités, des hurles, des choses comme ça. On joue souvent sur les émotions. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. C'est un peu ce dont parle Jean-Charles Bouchoux dans Les violences invisibles. Oui, mais quand même une chose intéressante. Si l'autre se positionne en parent, je vais avoir tendance à me positionner en enfant. Mais je vais obliger en rien. Rien ne m'oblige à me mettre dans une posture d'enfant. C'est-à-dire si ma compagne, par exemple, ou le contraire, me dit « ce soir tu es puni », nous n'aurons pas de sexualité. Si je me mets en posture d'enfant, je vais être donc soit un enfant soumis, soit un enfant rebelle. L'enfant soumis, il va se mettre à pleurnicher. L'enfant rebelle, il va dire je veux. Mais aussi, on peut prendre la posture de l'adulte. On peut lui dire je comprends que tu n'en aies pas envie. Et si nous avons un problème, ensemble, nous pouvons en discuter. Ça, c'est une posture d'adulte. Et à une posture d'adulte, l'autre ne peut pas rester dans une posture de parent. Il va être obligé à son tour d'entrer dans une posture d'adulte. Et là, on va pouvoir communiquer. Et là, il va se passer quelque chose. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait... Voilà, donc c'est pas inéluctable, hein. C'est pas l'autre qui fait de moi un enfant. Il m'y pousse, bien sûr, mais rien ne m'oblige à rentrer dans le rôle. En tout cas, à rester dans ce rôle. Ouais. Oui, mais vous savez très bien que la culpabilité, ça joue un rôle quand même important. Et elle nous met automatiquement dans cette position enfant. Après, comme vous dites, enfant soumis, enfant rebelle, c'est quand même difficile de s'en sortir. Là, il faut avoir du caractère, peut-être, de la force ou de la volonté. Souvent, c'est la volonté de ne pas rentrer dans un conflit et qu'on accepte d'être dans la position enfant. Après, si vous ne voulez pas rentrer dans un conflit, vous rentrez dans la position de l'enfant soumis. Oui, exactement. Oui. C'est ça que je dis. Oui, tout à fait. Et donc, vous invitez l'autre à se positionner, à rester dans son rôle de parent normatif, puisqu'il remplit pas votre désir et vous vous soumettez. C'est un jeu à deux, hein. C'est pas l'autre qui me rend comme ça. C'est un jeu à deux. Oui. Alors, on peut se dire, ok, je reste soumis parce que sinon il va y avoir de la violence, mais ensuite, on peut se rendre compte qu'il est temps de partir et de mettre fin à une relation qui n'est pas une relation d'adulte. Si je me positionne en adulte et si l'autre reste en posture de parental, c'est vrai qu'il faut arrêter la relation. Si l'autre m'entend et rentre dans une posture d'adulte, et à partir de là, on entame une discussion, ça c'est vraiment intéressant et les deux vont grandir. Oui, mais malheureusement, je crois, je ne sais pas dans mon expérience, c'est ce que j'entends souvent, c'est pas le cas. Souvent, il y a des dynamiques comme ça où il y en a un qui est le coupable, l'autre qui est la victime, et donc en étant que victime, il a tous les droits et l'autre, il n'y a pas de droits. Vous avez raison, Max. C'est pas facile d'accepter de se voir et de voir la responsabilité qu'on a dans une situation qui ne nous convient pas. C'est tellement plus simple, en effet, d'accuser l'autre ou de croire que c'est l'autre qui nous a fait du mal. Bon, c'est vrai, mais si on veut sortir d'une relation qui nous fait souffrir, il faut ouvrir les yeux. Oui, dans mon expérience, je vous dis, c'est pas facile de sortir d'une relation qu'elle fait souffrir. Souvent, plus elle fait souffrir dans la relation, et plus on est dedans, en essayant de réparer, en essayant de faire comprendre à l'autre qu'on l'aime, que les choses ne sont pas comme
comme elle pense, comme elle voit. Voilà. Après, c'est très difficile parce qu'il y a cette phrase que moi j'entends souvent, même sur moi, et c'est mon ressenti, c'est comme ça, et donc tu peux dire tout ce que tu veux, mais mon ressenti, ça m'appartient, c'est dans mon droit d'avoir cet ressenti. Donc, c'est ce que tu me dis, pour moi, ça ne change pas la situation. Et vous voyez, ça, c'est aussi une forme de prise de pouvoir importante. Non, mais son ressenti, c'est son ressenti, et c'est sa vérité, mais c'est pas la vérité absolue du couple. Mais on peut avoir deux ressentis différents. Bien sûr. Mais si on est deux adultes, on va pouvoir entendre le ressenti de l'autre et ne pas affirmer que notre ressenti est la vérité de l'autre. Oui, mais moi, je peux vous faire un exemple, si vous voulez. Oui, allez-y, bien sûr. Je ne sais pas combien c'est pertinent, mais moi, je sors d'un mariage de 27 ans. Mon ex-femme, je l'ai connue, on était ensemble 38 ans. Et malheureusement, elle avait, quand j'ai quitté la maison, à un certain moment, elle m'a dit « Tu n'as plus le droit de rentrer dans la maison parce que la maison, c'est à moi. C'est plus à toi. Toi as quitté la maison, donc la maison, c'est plus à toi. » Et moi, c'était quelque chose que ça me faisait vraiment mal, parce que pour moi, la maison, c'était le symbole de la famille, j'avais fait beaucoup de choses. Donc, une soir, on avait discuté de ça, et je lui dis, OK, bon, ce soir, je vais rentrer à la maison. Il m'avait dit, si tu rentres à la maison, j'appelle la police. Je dis, OK, pas de problème. Et je suis rentré à la maison. Je suis resté 4 jours et après je suis parti. À l'époque, j'avais une compagne. Ma compagne n'était pas très contente de ça. J'avais lui expliqué que c'était une façon pour moi d'affirmer le fait que la maison c'était aussi à moi, que j'avais le droit de rentrer et que moi j'existais, même si j'étais parti de la maison, j'avais quand même le droit de dire ça c'est aussi ma maison et que ma femme, mon ex-femme, elle ne pouvait pas m'empêcher de rentrer à la maison. Ma compagne, elle a dit non, tu es rentré à la maison parce que toi tu voulais retourner en couple avec ta femme. Et moi j'essayais de lui expliquer 1000 fois la même chose, mais elle n'a pas changé d'avis. Et encore aujourd'hui qu'on est plus oui, mais ensemble. c'est le symbole, c'est tout le symbole de la maison qui quand même montre bien que vous aviez tous les deux raison. Si on parle sur un plan symbolique. Ouais, si à un moment donné, l'autre se comporte de manière infantile en disant c'est ma maison, quand on n'arrive pas à s'entendre, on demande à un tiers, qui est un juge généralement, de se prononcer. Et le juge va dire la maison appartient à telle personne. Mais il faut quand même comprendre, Max, de la part de votre ami, la maison sur un plan symbolique, c'est ce qui réunit la famille. Donc, pour votre ex, puisque vous aviez rompu, vous n'aviez plus le droit d'être dans la maison. Mais pour votre nouvel ami, si vous allez dans cette maison, où est votre ex? C'est que vous renouez avec avec la famille de votre ex. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de comprendre que pour elle, c'était pas possible d'entendre. Elle l'a pris comme une tromperie. Vous pénétrez son intérieur. Vous voyez, c'est ça. Mais oui, mais c'est important parfois de sortir du réel pour revenir dans le symbolique. Et à ce moment-là, on peut se comprendre. Mais si vous êtes, évidemment que dans le réel, elle avait aucune raison de vous empêcher de retourner dans la maison de votre ex. Mais sur le plan symbolique, je pense que c'était très douloureux pour elle. Merci en tout cas, Max, de votre témoignage. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie. Merci à vous. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est toujours avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Les violences invisibles. C'est aux éditions Le Courrier des Livres. C'est un livre intéressant qui justement montre que parfois les luttes de pouvoir sont très invisibles. C'est-à-dire que on peut se faire du mal avec des paroles, avec des actes qui a priori partent d'un bon sentiment, mais qui sont en fait très très complexes. Oui. Mais même quelquefois, celui qui est dominé, on finit par s'apercevoir que c'est lui le dominant. Et c'est une grande violence. C'est celle qui dit, comme on l'a entendu tout à l'heure, puisque c'est ça, ce soir nous ne ferons pas l'amour. Alors à ce moment-là, la relation amoureuse, la relation sexuelle, devient une arme. Bien sûr. Étrange. Bien sûr, et on est très très malin, nous les êtres humains, pour punir l'autre d'une manière très sournoise et pas du tout directe. Et comme nous le disions, l'infantiliser, effectivement, le mettre dans une posture d'enfant. Bonjour Emma. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Merci à vous. Bonjour Emma. Eh bien, Bonjour. on vous écoute. Racontez-nous où vous en êtes. Oui, où, bonjour. Moi, je vous appelle parce que en ce moment, j'ai fait un gros travail sur moi-même, mais sans thérapeute. Je pense que j'ai beaucoup de blessures d'enfant intérieur. Mhm. Et je pense que j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre. Et le fait de mettre, je sais pas comment dire, m'isoler à réfléchir à plein de choses et de discuter aussi énormément avec, parce que je suis une fratrie de beaucoup de filles et un garçon, 6 filles et un garçon, en discutant en fait de l'époque comment on a grandi et tout ça. Moi, je pense que grandir dans la sécurité, en étant adulte, on est toujours en hyper-vigilance. Bien sûr. C'est juste ce que je dis. Ce qui est intéressant, souvent, Emma, c'est que vous avez pris un petit peu de recul, vous vous êtes un petit peu regardé, vous avez mis un peu de lumière sur ce que vous avez J'ai l'impression vécu. d'avoir regardé mon enfant intérieur, en fait. Je sais pas comment dire. C'est bien, c'est bien. Vous avez observé, et quand on s'observe déjà, on voit des choses qui nous ont fait mal, des actes des choix qu'on a faits qui ont peut-être une résonance avec sa propre histoire, oui. Et par contre, être en insécurité tout le temps, on est tout le temps en hyper-vigilance, mais à force, c'est fatigant, parce que j'ai remarqué que ça joue maintenant, par exemple, sur mon corps. Il y a à tout moment dans la journée, par exemple, je vais avoir une crise d'angoisse. Ouais. Alors que pourtant, j'ai passé une bonne journée. Ouais. Une crise d'angoisse dont vous ne connaissez pas l'origine. Non, je ne connais pas l'origine. Après, des fois dans la journée, j'ai pas de frustration, mais j'ai la crise d'angoisse qui apparaît. Bien sûr. Parce que je suis tout le temps en train de réfléchir. Ah. À de dire, comment je vais passer la journée, comment ça va être demain. C'est l'insécurité, en fait. D'accord. Vous voulez pas faire un travail sur votre enfance, sur votre histoire? Je pense que si. Il faudrait, hein. Oui, parce que vous êtes hyper contrôlé, en fait. Ce que vous êtes en train de... Ça rejoint ce que nous disions hier. À l'origine, il y a certainement un trauma. C'est les traumas d'origine qu'il nous faut arriver à retrouver. Soit par la parole, quand c'est possible, c'est-à-dire si le trauma est arrivé un peu tardivement, soit par le revécu sensoriel, soit, et pour cette fois on peut en parler, par des respirations comme la respiration Rebirth. J'organise des ateliers dans la région de Montpellier qui permettent de retrouver ces traumas et de s'en libérer. C'est ça qui est nécessaire. Par rapport à la respiration, ça c'est intéressant. Oui, respiration Rebirth, oui. D'accord. Parce que ce que vous avez découvert en parlant avec vos frères et sœurs, c'est que vous étiez dans une famille pas très sécurisante, hein, c'est bien ça? Non, du tout. Donc vous avez mis en place une tour de contrôle, hein, oui. Une tour de contrôle, tout à fait. Et qui vous permet pas de lâcher, quoi, en fait. De lâcher prise complètement. Et donc vous imaginez le stress permanent que vous imposez à votre corps. C'est ça. Et donc ce stress permanent forcément provoque petit à petit des crises d'angoisse ou des maladies ou des symptômes Oui, la crise d'angoisse est un symptôme et en plus, et c'est comme on l'avait proposé hier, c'est un symptôme qui malgré tout vous protège. Parce que dans la crise d'angoisse... Oui, je voyais pas ça comme ça, moi. Ah oui, mais dans la crise d'angoisse, quelque chose s'exprime. Oui. Mais c'est étrange la crise d'angoisse, hein. C'est-à-dire que c'est comme si je vous disais il y a un tigre dans le studio, vous seriez terrorisé. Et ben la crise d'angoisse c'est la même terreur sauf qu'il n'y a pas de tigre. C'est une terreur d'enfant. Ouais. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Oui, bien sûr, très bien. C'est quelque chose qui remonte à votre enfance et qui est là alors qui a été mis en place très bien pour vous protéger quand vous étiez enfant, parce que vous n'aviez pas le choix, hein, personne ne vous protégeait, donc vous avez mis un symptôme en place, sauf que ce symptôme aujourd'hui, il vous pourrit la vie, donc, mais vous êtes en mesure maintenant de pouvoir vous libérer, sauf que c'est pas si simple et que ça demande sans doute. Alors après, il y a plusieurs possibilités de se libérer d'un symptôme aussi fort que l'angoisse. C'est très fort, ouais. Et maintenant, en ce moment, ça ne prévient pas. Avant, ça me prévenait. Mais maintenant, ça me tombe dessus. Ouais. Ouais. Alors qu'avant, ça venait progressivement. Et là, c'est intense. Bien sûr. Bien sûr.
Mais parce que vous êtes fatigué et plus vous êtes fatigué, plus votre symptôme va se manifester. Ouais, mais quand on n'est pas fatigué, le symptôme n'apparaît pas, alors on est content, mais en réalité, c'est parce qu'il y a une énergie à l'intérieur de nous qui empêche le symptôme. Mais ça ne veut pas dire qu'on est guéri pour autant, quoi. C'est bien ce que je dis. Oui, pardon. Ouais. Oui, je suis bien d'accord. Ouais. Donc il est plus que temps, Emma, bravo, vous avez déjà compris quelque chose, hein, c'est tout, c'est la première étape, hein, comme je le dis souvent. Et vous avez envie que ça aille mieux, et donc vous allez trouver la solution pour aller mieux. Il y a plusieurs possibilités, mais bon, vous avez dit que pour l'instant vous n'avez pas vous n'avez pas travaillé avec quelqu'un, mais faites-vous aider, c'est tellement plus simple. Oui, ça va être plus simple. Oui. En fait, je suis en train de me rendre compte que je fais face à ma souffrance, mais je ne peux pas faire face seule. Il faut que j'arrive à travailler avec une thérapeute. Bien sûr, et ça va vous obliger à déposer votre confiance quelque part. Tout à fait. Vous l'avez déjà fait ça dans votre vie ? Avec une psychologue, mais ça n'a pas marché. D'accord, ça arrive. J'ai pleuré plus qu'autre chose, ça m'a pas vraiment aidé. C'est peut-être pas si mal d'avoir pleuré pour une fois. Ouais, mais c'est pas suffisant. Non, mais d'accord, mais enfin, dans un premier temps, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire ça soulage sur le moment, ça libère un peu, mais on va pas vers le trauma. C'est le trauma qui doit être atteint. Il peut être atteint que de deux façons, soit parce qu'on s'en souvient, on en parle, on s'en libère, soit on n'arrive pas à s'en souvenir et on le vit, comme je le disais hier. Pas m'en souvenir, ouais. Mais c'est normal, mais ça peut même être anténatal dans certains cas. Hier, on a eu le cas d'une dame qui, dans son trauma, on a trouvé que c'était parce qu'elle s'était fait étrangler dans le ventre de sa mère par le cordon ombilical. Ça, en psychanalyse, vous le direz jamais. Hein. Ouais. Ça ne peut être revécu que de façon sensorielle ou au travers d'une respiration rebirth. Tout à fait. Dans ces cas-là, il y a des thérapies comme la sophrologie où on travaille beaucoup sur le corps. La sophrologie, elle va vous calmer, elle va pas vous faire retrouver le trauma originel. Non. Enfin, il y a quand même. Creuser, je pense. Ouais. Ça va vous faire du bien. Je dis pas que ça marche pas. Hein. Je dis que ça nous permet pas de retrouver le trauma d'origine. Ça permet parfois d'aller bien, beaucoup mieux même, et suffisamment bien pour pouvoir continuer à vivre. Hein. Oui, oui, bien sûr. On n'est pas tous obligés de passer par le Reber. Enfin, faut peut-être. Est-ce que l'hypnose, ça pourrait aider ou ça pourrait, je sais pas. L'hypnose, j'en suis pas certain. L'hypnose, il faudrait aller vers l'hypnose régressive. L'hypnose régressive peut faire remonter parfois des souvenirs qu'on avait refoulés et qui peuvent permettre une libération, mais c'est pas forcément le plus efficace parce qu'on va travailler du côté de l'inconscient. Moi, je préfère qu'on travaille du côté du conscient, c'est-à-dire qu'on permette à l'inconscient de sortir du côté du conscient, conscientiser ce qui s'est passé. Dans l'hypnose, on se souvient pas forcément après l'hypnose de ce qui est. Moi, il y a une petite piste toute simple que je peux donner. Alors, je dis pas encore une fois que ça va vous soulager, mais ça peut soulager certaines personnes et ça peut, en tout, écrire ou imaginer les choses qui nous feraient le plus peur, dans lesquelles on serait totalement... je pense hier à cette femme justement avec son cordon ombilical qui a eu une peur terrible quand elle a fait du saut à l'élastique. Oui. Et vous voyez, qu'est-ce qui pour vous serait tout à fait impossible, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais faire de la plongée sous-marine face à des requins. Vous voyez, et si un saut à l'élastique, par exemple. Le saut à l'élastique serait pas possible pour vous ? Oui, impensable. Bon. Et alors, il y a une autre chose, une autre piste qui est très rationnelle, mais qui parfois est étonnante, c'est l'astrologie. Avec un très très bon astrologue, on a parfois des réponses sur... Moi, je me souviens avoir vu sur le thème de quelqu'un, justement, une naissance avec le cordon ombilical qui avait failli lui coûter la vie. Et ça peut être aussi des pistes... C'est écrit dans les étoiles ? C'est écrit dans les étoiles. C'est incroyable, hein, oui. Donc, vous voyez, donc, cherchez ce qui... Laissez-vous aller dans votre imaginaire. Qu'est-ce qui vous... Et c'est comme ça qu'on trouve... Moi, je dis toujours, on ne fait pas assez confiance à son intuition, et c'est elle, parfois, qui nous guide et qui nous permet d'avancer dans sa vie. Merci Emma, en tout cas. Merci beaucoup de votre confiance. Parce que vous avez au moins eu confiance en nous, puisque vous nous avez appelés. C'est une très bonne expérience. Eh bien, c'est un beau début. Merci beaucoup. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Jean-Charles Bouchou, on continue à parler des luttes de pouvoir dans le couple et on retrouve Victoire qui est avec nous. Merci d'être là. Victoire, bonjour.
Bonjour Victoire. Ah, pardon, excusez-moi. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Victoire. Donc, quand on s'appelle Victoire, c'est nous qui dirigeons le couple, hein, j'imagine. Eh bien, détrompez-vous, Brigitte. Parce que, en fait, moi, personnellement, quand j'ai entendu ce sujet, j'ai dit, mais je ne l'ai pas vécu. Je n'ai pas vécu la lutte de pouvoir dans le couple, ou bien, alors là, je ne l'ai pas vu. C'était à l'insu de mon plein gré, comme on dit. Bah, tant mieux. Non, mais ça arrive des relations sans lutte de pouvoir. Bien sûr. Ça existe. Ça existe. Des relations d'adultes, adulte-adulte. Ah, voilà. Et pourtant, on n'était pas trop adultes. Mais c'était des échanges normaux, je veux dire, sans vouloir prendre le contrôle de l'autre. Ouais. Après, c'est pas forcément une histoire d'âge, parce que je pensais que pour ne pas avoir de problème, il fallait être plus mature et savoir se faire respecter. Voilà. C'était pour pas avoir de problème dans la relation de couple. Mais les relations que j'ai eues quand j'étais jeune, j'ai eu des relations normales. Alors c'est quoi une relation normale ? Oui. Oui, disons qu'on avait chacun notre liberté et on vivait, voilà, normalement, j'ai pas vu de vouloir m'imposer ta façon de voir. Ça, je l'ai vu plutôt en amitié, ça aussi, parce que la lutte de pouvoir, c'est dans différents domaines. Hein. Dès qu'il y a des relations, je crois, je l'ai vu plus en amitié que dans quelqu'un qui voulait m'imposer sa façon de voir les choses, ou m'imposer à faire des choses. C'est ça que je vois dans la lutte de pouvoir. Mais alors, en fait, pourquoi je suis pas complètement persuadée que vous étiez pas du tout dans la lutte de pouvoir, parce que ça voudrait dire que on est vraiment d'égal à égal et qu'il n'y a pas c'est quand même assez rare. Il y a souvent un domaine où on a tendance à être plus dans le savoir ou dans l'expérience et puis voilà tout. Mais quand ça s'équilibre, c'est pas gênant. Mais d'être totalement égal sur tous les plans, j'y crois pas beaucoup, moi. Oui, mais là, on n'est pas dans le champ du pouvoir. Celui qui veut prendre le pouvoir, c'est dire à quel point il en doute. Et là, il va nous attaquer et prendre le pouvoir sur nous parce qu'il a peur d'être dominé. Mais quand je suis à ma place, si je suis un sachant que je sais que là j'ai raison, je vais être ravi d'accueillir l'autre d'égal à égal. Et si l'autre reconnaît qu'à cet endroit j'ai une compétence, mais lui il a une autre compétence ailleurs, la lutte de pouvoir n'a rien à voir avec la compétence, presque inversement. Non, mais je suis dans le pouvoir quand je suis pas compétent. Je suis bien d'accord, mais je pense que quand on est très jeune, on manque de confiance en soi, on doute et que très souvent il y a des petites luttes de pouvoir. Mais c'est pas grave parce que ça se dépasse et franchement, En tout cas, c'est ce qui visiblement est arrivé à Victoire. Oui, je l'ai appris en écoutant vos émissions qu'il y avait la lutte de pouvoir, parce que moi, je ne savais pas que ça faisait partie de la relation en partant de la lune de miel pour aller jusqu'à l'engagement. Mais je me dis, mais pourquoi faut-il qu'il y ait une lutte de pouvoir ? Voilà, je me pose la question. Mais parce que tout simplement, quand on tombe amoureux, je parle bien de tomber amoureux, je dis pas si on commence une histoire sans être amoureux et qu'on rencontre quelqu'un avec qui on s'entend bien et puis tout doucement on installe la relation, il n'y a pas eu de passion, il n'y a pas eu d'état amoureux. Quand on est dans l'état amoureux, on est forcément dans une vision de l'autre telle qu'on voudrait qu'il soit. Et à un moment donné, on a forcément un moment de déception. Puisqu'on ouvre les yeux J'ai appris avec vous aussi. Et donc, oui, le prince charmant n'est plus ça, la princesse, voilà, c'était horrible. Non, mais l'état amoureux, c'est un état d'aveuglement. Oui. Bon, donc à un moment donné, après cet état d'aveuglement, on ouvre les yeux et on est un peu déçu forcément puisque l'autre n'est pas exactement comme on voudrait. Et à ce moment-là, soit on accepte cette déception et on ne rentre pas dans la lutte de pouvoir, mais très souvent,
on en veut presque un peu à l'autre de ne pas être celui qu'on aimerait qu'il soit, et on va lui imposer d'être celui qu'on a envie. Enfin, il y a des tas de mécanismes comme ça. Alors, je parle de ce mécanisme-là, je pourrais en parler d'autres. Et c'est pour ça que je dis que c'est une phase, cette lutte de pouvoir, c'est ce que disent tous les sexothérapeutes. Moi, je n'invente rien. Hein. Cette lutte de pouvoir, elle se dépasse. Elle se dépasse. Et mais si elle ne se dépasse pas, eh bien, à ce moment-là, le couple est toxique et va être difficile à faire durer. Mais cette lutte de pouvoir, c'est pas non plus quelque chose de forcément dramatique qui va durer des années et des années. C'est une petite lutte de pouvoir où il faut accepter eh bien que l'autre, il est tel qu'il est et voilà tout. Moi, je voyais ça plutôt par la prise de contrôle de ma personne. Voilà, en m'imposant la façon de voir sans tenir compte de mon avis. Voilà, Oui, mais ça c'est quand on n'arrive pas à la dépasser, cette lutte de pouvoir. Donc on va imposer à l'autre d'être celui qu'on veut qu'il soit, ou celui qui va accéder à tous nos désirs. Et là, en effet, la lutte de pouvoir, elle va durer et elle va être terriblement dévastatrice pour l'amour. Oui, c'est pour ça que moi, après, ça me lasse et j'en vais. Et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas trop vécu. Parce qu'à un moment, ça m'ennuie et j'ai besoin d'être plus libre. Et je ne peux pas rester en couple. C'est le couple lui-même. La relation de couple est trop... Mais une relation à deux, une relation de couple, ça demande forcément un petit peu de compromis. On ne fait pas exactement tout ce qu'on veut quand on est en couple. Forcément que l'autre nous oblige à un peu de frustration. Sinon, ça veut dire qu'on lui a totalement imposé ce qu'on est. Oui, donc c'est pour ça que je dois vivre seule. C'est ça. Oh. Ben non. Mais seule mais heureuse aussi. Hein, voilà, la relation de couple est trop compliquée pour moi. C'est peut-être aussi cette phase de lutte de pouvoir. Ça me heurte. Je sais pas. Je suis peut-être pas faite pour être en couple. Là, ça existe aussi. Hein. Non, mais c'est toujours pareil. Est-ce qu'on va faire un drame si l'autre préfère aller se coucher à 10h du soir alors que nous, on préfère aller se coucher à minuit? Ça peut se discuter. On va pas en faire une lutte de pouvoir. J'étais avec quelqu'un qui me dit « Reste avec moi, regardez la télé. » Je dis « Mais moi, j'ai sommeil. Moi, j'ai besoin de me coucher tôt. » Et vous voyez ? Mais si ça peut se discuter entre adultes, c'est pas grave. Mais c'est ce que j'appelle les compromis dans le couple qui sont inévitables dans le quotidien, c'est tout. Et ben là, la personne voulait que je reste, mais qu'est-ce que je vais faire? Regarder la télé, j'ai sommeil. Donc ça se discute entre adultes. Donc vous voyez bien que vous avez rencontré des luttes de pouvoir dans votre vie. Mais Victoire, vous l'avez résolu ce problème ou pas? Écoutez, je crois que je vais me coucher, et bon, on n'est pas ensemble, hein, donc... Non, mais je me suis dit, ça me fait... pourquoi je vais me heurter à ça? Ça doit être évident, fais ce que tu veux, moi ce que je veux. Bien sûr. J'aurais pu lui dire, viens te coucher avec moi, plutôt de regarder la télé, j'ai sommeil. Dans ces cas-là, si on n'y arrive pas, on fait à pile ou face. Hein. Et puis à un moment donné, si c'est pile, on gagne. Si c'est face, c'est l'autre qui gagne. On n'est pas obligé d'être au même moment, au même endroit. Hein. Je plaisante. Voilà, c'est un exemple. Donc je l'ai vécu. Puis aussi parfois, je pense qu'aussi je l'ai vécu parce que, comme vous dites, je boudais, je faisais la tête. Donc j'étais contrariée face à quelque chose que je n'arrivais pas à gérer. Et ça aussi, et bouder, c'est peut-être aussi quelque part imposer un peu son pouvoir. Hein. C'est une prise de pouvoir. Bon, donc je crois que comme tout le monde, Victoire aussi a rencontré des petites luttes de pouvoir dans le couple. C'est malheureusement inévitable dans la vie avec les autres, hein, de toute façon, et évidemment. Bon, en tout cas, merci Victoire. Une petite pause. On se retrouve avec le Sexo-Conseil et on va parler de la malbaise avec une sexologue qui vient de sortir un livre qui s'appelle La malbaise. Dans un instant, elle nous racontera de
quoi elle a envie de nous parler. Et c'est Margot Théroux que nous allons accueillir. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors, Jean-Charles Bouchou, voilà un sexe au conseil intéressant. Être un bon amant, ça renforce la confiance en soi. Alors, ça paraît évident. Oui. Non, on est d'accord. Parce qu'en fait, les études sur la sexualité, toutes les études le prouvent, être un bon amant, ça donne à l'homme un sentiment de plénitude. Et c'est pour ça que les hommes, mais les chiffres d'ailleurs dans la dernière enquête le montrent, tiennent à faire jouir leur partenaire. Et curieusement, plus que les femmes. C'est-à-dire que les hommes, je crois que c'est 60% des hommes, considèrent qu'un rapport sexuel est réussi si leur partenaire a joui, ce qui n'est pas le cas des femmes. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les angoisses de performance ou toute anxiété qui provoquent des symptômes sexuels, ça devient une sorte de cercle vicieux, puisque moins on réussit, moins on renforce. Perd confiance en soi et on est moins bon. Exactement. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça, et parfois, c'est un chemin un peu long pour rééquilibrer la relation sexuelle dans le couple, mais c'est important de comprendre qu'avoir confiance dans sa virilité, il faut être à l'aise dans son corps et dans l'image qu'on se renvoie, mais aussi dans sa capacité, certes, à donner du plaisir, mais à en recevoir. Et on sait que beaucoup de symptômes sexuels chez l'homme sont une incapacité à recevoir. Ils sont trop dans dans le faire et donc dans la performance. Bref, donc dès qu'il y a un petit grain de sable dans l'édifice, donc une panne d'érection ou une éjaculation précoce, il faut tout de suite réagir et briser ce cercle vicieux, sauf que la plupart du temps la femme a tendance à dédramatiser et à rassurer, et l'homme donc continue à se culpabiliser, donc alors qu'il faut déculpabiliser l'homme. Bref, et c'est pour ça que je dis qu'à ce moment-là, il vaut mieux à un moment donné aller voir un tiers, donc un sexothérapeute, parce que souvent les partenaires vont pas trop communiquer parce qu'ils ont peur de l'homme va éviter, il est dans le déni ou parfois dans la honte. La femme, elle a peur de le critiquer, etc. Et c'est parfois la relation extra-conjugale qui va devenir la solution, mais qui va mettre encore plus le couple en danger. Un homme qui n'arrive pas à faire jouir sa femme et qui va prendre une maîtresse pour se rassurer, c'est pas tellement la bonne solution non plus. Donc voilà, panne d'érection, éjaculation trop rapide, tout ça, ça a du sens, et c'est comprendre le symptôme, comme vous le dites toujours, qui va permettre de retrouver de meilleures sensations. Et voilà, trop vers elle, on perd ses moyens, trop centré sur soi, on est égoïste. Voilà en gros le résumé de la sexualité de l'homme. C'est triste, hein ? Bah oui, ça laisse pas beaucoup de perspectives. Ouais, voilà. Donc la parole, la communication, c'est ça qui va permettre d'aider. En fait, en résumé, la femme n'attend qu'une chose, qu'on la désire parce qu'elle est désirable, ce dont elle doute beaucoup, et l'homme n'attend qu'une chose, qu'on le rassure sur ses capacités à être un bon amant. Voilà. Et c'est parfait, cette petite conclusion de ce sexo conseil pour accueillir mon invité, n'est-ce pas ? Bonjour Margot Théroux. Bonjour Brigitte. Vous êtes l'autrice de ce livre, La Malbaise, pourquoi nous faisons moins l'amour et comment réenchanter nos ébats. Alors je suppose que ce livre vous est venu suite à la dernière enquête sur la sexualité des Français, qui est assez triste. Oui, alors il s'avère que j'étais déjà dans le processus de l'écriture du livre au moment où l'enquête est sortie, mais c'est aussi surtout que je trouve qu'il y a et je pense que vous pouvez en constater tous les deux, il y a une espèce d'énorme dissonance entre ce que j'entends dans mes consultations et ce que vous devez entendre ici au témoignage de votre émission, et ce qui se passe et ce qu'on nous présente comme étant la normalité en matière de sexuel. Je suis bien d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de la conclusion de mon sexo conseil ? J'aime beaucoup parce que je sors tout juste de consultation et c'était effectivement l'objet d'une de mes consultes. Et il est vrai que derrière, effectivement, les écarts, les asymétries de désir entre les hommes et les femmes, où les hommes vont avoir de manière générale tendance à avoir plus de désir, se cache surtout, plus que le côté sexuel, l'envie d'être aimé, l'envie d'être admiré, l'envie d'être reconnu. Et c'est ce que je conseille à mes patientes en disant, même si, encore une fois, exprimer son désir n'implique pas vouloir faire l'amour. Et parfois, en fait, les hommes, ils ont juste besoin de se sentir désirés, plus que d'avoir des rapports sexuels. En même temps, il y a cette pulsion masculine qui parfois se traduit trop comme un sentiment de besoin de faire l'amour, alors que c'est une pulsion et c'est donc pas un besoin. Et ça, c'est une chose que les femmes ne comprennent pas toujours non plus. Les hommes, d'ailleurs, ne comprennent même pas toujours eux-mêmes pourquoi ils ont autant envie de faire l'amour. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont on ne parle pas tellement dans la société actuelle.
En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai peut-être une approche un peu différenciante là-dessus. J'estime qu'en fait, les hommes, on leur autorise à verbaliser cette pulsion, que les femmes l'ont aussi. Mais c'est juste que sociétalement, on leur apprend par l'éducation, par la pop culture, à une femme, je ne vais pas vous l'apprendre, qu'une femme qui désire, c'est forcément je ne sais quel autre nom d'oiseau. Oui. Et donc, ils ont plus l'habitude d'être en contact, les hommes, avec ce désir-là, là où les femmes, elles en sont tenues, éloignées par la société. C'est là où on ne sera pas d'accord, Margot. Exactement. Théroux. Mais c'est intéressant parce que quand j'ai reçu votre livre, ma première réaction, c'était le titre « La malbaise ». Et puis je me suis dit, ça va être encore une critique du porno, une critique des hommes, etc. Et puis j'ai lu le livre et je me suis dit, non, c'est un livre intelligent. Et c'est vrai que vous parlez beaucoup de nos différences, femmes désirées, hommes désirants, hein, et vous évoquez beaucoup justement ces difficultés à comprendre ce que c'est que la sexualité, et finalement tout ce que véhicule la société, c'est encore une fois des caricatures du sexe, quoi. Tout à fait, de façon assez ironique ou pas. En fait, aujourd'hui, dans mes consultations, j'ai quand même plus d'hommes que de femmes. Et je trouve qu'il y a une espèce de vacuité intellectuelle sur la question de la sexualité, où on s'enferme tous et toutes dans des stéréotypes. Et c'est pour ça que sur la couverture, y compris du livre, il y a un homme et une femme. C'est qu'en fait, on est tous concernés par la malbaise. On a des injonctions qui sont différentes. Les hommes, il faut qu'ils soient, et vous en parliez dans votre conclusion, les hommes, il faut qu'ils soient performants. Les femmes, on les éduque à être désirées avant de ressentir leur propre désir. Et finalement, tant les hommes que les femmes souffrent d'une mauvaise sexualité ou d'une malbaise, comme je le dis. Vous avez envie de réagir, Jean-Charles Bouchoux ? Moi, je suis ravi de vous écouter. Non, mais bien sûr. J'en apprends beaucoup. Et quand est-ce qu'on considérera le corps comme un temple ? Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que ton corps est un temple qui abrite une part du divin. Et si tu considères mon corps comme un temple, à ce moment-là, les relations amoureuses peuvent devenir des cérémonies. Et on se détache du but. C'est important de se détacher de ce besoin d'orgasme absolu. C'est pas grave. C'est d'abord une communication, c'est d'abord une communion. Le langage des corps, oui, bien sûr. Ouais. Mais l'orgasme. Mais pour ça, il faut déjà être dans son ressenti. On le dit, moi je le répète souvent, le corps ne ment jamais, sauf qu'il faut encore être capable de ressentir. Et la sexualité, ça part d'abord par du ressenti et non pas par ce qu'il faudrait faire. Et c'est là où on voit que on a encore beaucoup de travail. Moi, je dis toujours, la révolution sexuelle, elle n'a pas eu lieu. Non, je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui. J'ai 2 points à dire, deux choses qui me viennent à l'esprit en vous écoutant. La première, effectivement, je trouve qu'effectivement, quand on cherche absolument l'orgasme chez l'autre, c'est avec soi qu'on fait l'amour plus qu'avec l'autre. Chez l'autre ou même chez soi. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire on fait l'amour avec l'autre. On peut avoir une relation sexuelle et qu'il n'y ait pas d'orgasme à la fin. Et ça peut être très intéressant, comme je le conseille aux jeunes hommes. Essayez de ne pas avoir d'orgasme. Je suis d'accord. Travaillez là-dessus pour voir ce qui se passe. Il va naître cette frustration, va naître peut-être même de la colère. Après coup, il y aura une belle énergie qui circulera à l'intérieur de vous. C'est absolument passionnant. Alors, il y a quand même des hommes qui sont tout à fait capables de s'occuper d'une femme sans forcément avoir envie d'avoir un orgasme. Ouais, et qu'est-ce qui en résulte ? Parce qu'après ça, vous allez voir que vous êtes traversé par de très belles énergies. Parce que l'énergie, elle reste justement. Elle n'est pas dispendiée. Je crois pas que le mot existe, mais enfin, elle n'est pas éjectée, quoi. Oui, mais là, on parle déjà d'une sexualité un petit peu plus... spirituelle. Oui, enfin, je veux dire qu'il n'est plus la sexualité des ados. Ouais, mais il faut qu'ils apprennent. Oui, il faut qu'ils apprennent, mais enfin, au départ, ils sont quand même très, très, très dominés par leurs hormones. Les premières relations sexuelles, on veut se débarrasser de quelque chose, en fait. Mais c'est bien ce que je dis. On veut se débarrasser de quelque chose. On est envahi par les hormones. Les garçons de 16-17 ans, ils sont quand même particulièrement dominés justement par la fameuse pulsion. Vous êtes d'accord ou pas avec ça, Margot Théroux ? Alors effectivement, mais encore une fois, quitte à radoter, effectivement, je trouve que il y a eu tellement de messages. J'ai du mal avec la question du naturel et de l'inné et de l'acquis sur ce qui touche à la sexualité de manière générale, parce que ça peut justifier, mais parfois ça peut enfermer, et on peut ne pas être d'accord là-dessus. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a une éducation ou pas autour de la sexualité, où encore une fois les hommes et les jeunes garçons vont être encouragés. Quand on regarde juste le simple traitement qui est fait à la masturbation, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que les jeunes hommes
vont être encouragés, ou en tout cas ça va être accepté. Et puis même le mot branleur est quelque chose qui est rentré dans notre vocabulaire courant, en dehors de la sexualité. Fais pas ton branleur, enfin voilà. Là où les femmes, la masturbation, c'est quelque chose qui est nié, qui est un tabou, on ne parle pas du plaisir féminin. Et donc ce rapport différencié chez les jeunes gens en matière de sexualité, plus tard va s'exprimer dans la sexualité. Un homme qui soit triste ou qui soit heureux, il va se masturber. Oui, non mais j'entends bien. Moi j'ai un petit peu tendance à penser qu'il y a quand même de l'inné dans nos différences hommes-femmes. Je peux entendre que vous pensez qu'il n'y a rien d'inné et que c'est que de l'acquis. Mais néanmoins, quand on regarde le corps d'un petit garçon, il est évident qu'à un moment donné, il va toucher facilement son zizi. Le corps d'une petite fille, elle n'est pas amenée naturellement à toucher son zizi, sauf si, en effet, on l'invite. Et on ne va pas inviter une petite fille à toucher son zizi. Et donc, vous voyez, c'est quand même complexe. Il y a quand même une différence anatomique par rapport à nos organes génitaux qui fait que une femme, si elle veut comprendre comment est son sexe, elle est obligée de se mettre un miroir entre les cuisses. Oui. C'est quand même un acte qui demande quelque chose. Le garçon, il se voit dans le miroir, il voit son pénis. Après, j'ai déjà vu, moi, je suis jeune maman et des mamies d'enfants, de garçons, de petites filles autour de moi, et j'ai déjà vu des petites filles se frotter contre des barres. Bien sûr, ça, on est totalement d'accord qu'il y a des petites filles qui se masturbent, et ça dérange d'ailleurs beaucoup souvent les parents. Et c'est pour ça que 20 ans plus tard, elles viennent me voir en consultation parce qu'on leur a avec un interdit sur les doigts parce en disant c'est sale, tu es la pire des traînées, outre joyeuseté, enfin bref, ça fait des drames. Oui, non mais bien sûr qu'il faut rappeler aux parents qu'un enfant qui se masturbe devant nous, on lui dit tu as le droit, mais dans ta chambre. Exactement. Pas devant tout le monde, on est bien d'accord. Pas en public. Mais quand même, sur le plan anatomique, il y a une différence évidente qui peut-être explique aussi pourquoi autant d'hommes se masturbent naturellement et autant de femmes n'osent pas, parce que c'est un acte qui demande déjà c'est un acte qui demande une décision. Moi, je ne suis pas d'accord, mais effectivement... Oui, mais j'entends bien que vous n'êtes pas d'accord et c'est votre droit le plus strict et c'est ce qui est intéressant. Et c'est ce qui est intéressant parce qu'effectivement, ça me force aussi à me dire, à me repencher, à revoir cette question, ça c'est sûr. Et c'est ce qui est intéressant dans votre livre, justement, La Malbaise, aux éditions Payot, parce que vous évoquez tout ce qui fait qu'il y a des différences de désir entre les hommes et les femmes et comment on peut en finir justement avec la malbaise pour qu'on se retrouve, parce que le but de ce livre, encore une fois, c'est pas du tout de taper sur les hommes, c'est juste d'expliquer peut-être ce qu'on pourrait faire pour que la sexualité entre les hommes et les femmes aille mieux. C'est un livre positif et non pas négatif sur la situation complexe entre les hommes et les femmes aujourd'hui et qui est un petit peu exacerbée, oui. Exactement, c'est-à-dire que je conclue le livre en disant que je ne vais pas vous spoiler, mais que pour moi, en fait, il faut passer de la lutte des sexes à une lutte pour le sexe. Et que peut-être la sexualité, c'est encore un peu cet angle mort aujourd'hui en post-MeToo où les hommes et les femmes ont tous les deux, et c'est pour ça que dans la sexualité, j'ai pas envie de parler des hommes comme étant des alliés, mais parce que eux souffrent de toutes ces injonctions que vous abordiez ensemble il y a quelques instants, et que les femmes aussi, et que finalement on malbaisse tous, toutes, et que c'est l'occasion, et je vous remercie de le souligner, c'est que la troisième partie de ce livre, elle est vraiment là à proposer des solutions, des choses concrètes à mettre en place, que ce soit autour de la séduction, que ce soit autour des 5 sens, pour que les couples effectivement puissent se retrouver, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le sexe c'est quand même quelque chose de très joyeux, quoi. Ça devrait être très fun. Mais ce qui est intéressant, c'est un peu le message que j'ai envie de vous donner, parce que je vous aime beaucoup, Margot Théroux, et je suis ravie de vous rencontrer, c'est que quand on est très jeune et qu'on a envie de libérer la sexualité, on croit que c'est possible. Moi qui malheureusement ai quelques vingtaine ou trentaine d'années de plus que vous, je me suis rendu compte que en fait, pour libérer la sexualité, il faudrait que les parents ne puissent avoir des enfants que quand ils ont libéré leur sexualité. Et ça, c'est impossible. Donc, on ne libérera peut-être jamais la sexualité, mais ceux qui ont quand même envie de libérer leur sexualité, je leur conseille votre livre, La Malbaise, aux éditions Payot. Merci en tout cas d'être venue nous en parler, Margot Théroux. Merci beaucoup. Merci pour vos questions et pour vos interventions. C'est très chouette. On va se retrouver dans un instant et on va revenir sur la lutte de pouvoir. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Toujours en compagnie de Jean-Charles Bouchou, je rappelle le titre de votre dernier livre, Les violences invisibles, aux éditions le Courrier du Livre. Et puis finalement, je vous garde, Margot Théroux, parce qu'on parle aujourd'hui de la lutte de pouvoir dans le couple. Et j'avais envie, pour conclure, qu'on aborde justement les luttes de pouvoir sous la couette, hein, parce que finalement, on en a un petit peu parlé dans l'émission tout à l'heure. Mais c'est vrai que dans la sexualité, c'est souvent quelqu'un qui domine et l'autre qui se soumet. Vous êtes d'accord tous les deux avec ça Souvent c'est comme ça, mais ce que nous avons remarqué tout à l'heure, c'est que souvent celui qui cherche à dominer, c'est celui qui est dans la peur en fin de compte. Il cherche à compenser quelque chose qui est du côté de la peur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est les complexes. C'est exactement ce que désigne le complexe de la castration en fait. Oui, c'est-à-dire que et moi je le vois vraiment en consultation, c'est-à-dire que quand j'ai un couple qui vient. Je précise d'ailleurs que vous êtes sexologue, Margot Théroux, et c'est pour ça que votre livre La Malbaise parle beaucoup de la sexualité du point de vue d'une sexologue. Oui, bien sûr, et effectivement, il met la lumière étayée de statistiques de certaines situations que j'ai pu rencontrer en consultation. Et donc, je vous disais, quand j'ai une asymétrie de désir, il va y avoir un peu le patient désigné, cas classique, monsieur a plus de désir que madame, et en fait on va dire c'est madame qui a des problèmes, et puis finalement quand on travaille sur madame, finalement en fait c'est monsieur en réalité qui cachait une peur, une angoisse. Oui, qui a tellement approuvé, et souvent c'est de l'angoisse d'abandon qui est là derrière, c'est si je ne suis pas à la hauteur, on ne va pas me garder. Et parfois même, les problèmes, parce que souvent ça appelle les problèmes, c'est-à-dire que si je veux vraiment trop être performant, c'est justement là où un jour arrive la panne, quoi. Exactement. Oui, et puis il y a quand même une supériorité de la femme dans la sexualité, c'est que nous, on pourra toujours arriver à quelque chose, peut-être pas au plaisir réel, mais au moins on pourra arriver à avoir une relation sexuelle. L'homme, s'il bande pas ou s'il est très 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 éjaculateur précoce, il est face à un échec. Et aujourd'hui, où on demande tellement aux hommes d'être performants, c'est difficile. Oui, effectivement, moi je constate qu'il y a une espèce de charge mentale sexuelle chez les hommes à cause de cette injonction à être dur, quoi. Et on me le disait tout à l'heure en consultation, une femme effectivement qui ne lubrifie pas pour des raisons diverses, il y a toujours des techniques, des alternatives, etc. On peut tricher, oui. On peut tricher. Là où effectivement les hommes, c'est saillant, quoi. Il n'y a pas d'érection, il n'y a pas d'érection. Et alors, qu'est-ce que vous pensez, tous les deux, Margot Théroux, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée à un moment donné, l'homme qui n'éjacule pas, justement. La déjaculation. Je trouve que, quelque part, il y a quand même aussi une prise de pouvoir. De ne pas donner son plaisir. Il ne faut pas aller trop vite dans nos conclusions. L'homme qui n'éjaculerait jamais... Peut-être qu'il y a une prise de pouvoir, mais je l'ai proposé tout à l'heure. C'est très intéressant de ne pas éjaculer. Non, mais ça, on ne va pas revenir sur la sexualité. Non, on ne va pas revenir là-dessus parce que c'est quand même minoritaire. Je suis d'accord que l'homme qui a un orgasme à blanc, c'est-à-dire un orgasme sans éjaculation, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sa sexualité. Mais c'est quand même la minorité des hommes, excusez-moi. Non, moi, l'éjaculation, je le vois comme pathologie. Enfin, les personnes qui viennent, voilà, absolument. Les hommes qui ne donnent rien. Ce sont des gens qui ne donnent rien. Oui, en fait, c'est quand, effectivement, encore une fois, étant sexologue clinicienne, non médecin, une fois que la cause médicale a été écartée, qui n'est pas un problème de prostate, qui n'est pas un problème... Bien sûr. Généralement, l'éjaculation, c'est très souvent... les hommes que j'ai reçus, on est souvent sur du traumatisme. Ah, c'est des gens qui n'arrivent pas à éjaculer ? Ils n'arrivent pas à éjaculer dans leur partenaire. C'est ça qui est très intéressant. Il y a plusieurs... Avec la masturbation, ils vont souvent y arriver, mais pas dans la Après, partenaire. Il y a plusieurs types, effectivement, d'éjaculation, totale, partielle, situationnelle. Et en tout cas, les personnes que je reçois, c'est des personnes qui, quand elles sont toutes seules, donc des hommes, quand ils sont tout seuls, ils se masturbent, ça va. Quand ils se masturbent à côté de leur partenaire, ça va. Mais quand ils sont dans l'acte de la pénétration, et c'est là où effectivement il y a de l'ordre, et c'est pour ça que c'est important aussi de faire passer ce message, c'est que très souvent les hommes prennent conscience de leur santé mentale quand ils ont un problème sexuel. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est-à-dire que je suis très souvent la première porte d'entrée à la santé mentale, parce que physiquement, on n'est plus dans ce qu'on disait, la performance, ça bloque. Donc à l'origine, il y a un trauma. Oui, en tout cas, il y a un traumatisme. Alors c'est parfois parce qu'ils ont trop regardé des films porno en se masturbant, donc ils ont une connexion à leur sexe qui est d'une manière
tellement cognitives que dans le vagin, ils ressentent rien. Ça peut être ça. Oui, ça, aussi, c'est le cas. Oui. Ça peut être la peur d'enfanter. Aussi, oui. Vous voyez, donc il y a plein de, mais c'est quand même une mauvaise image de la sexualité, une culpabilité. Et ça peut être ne pas donner sa semence à l'autre pour la punir, parce qu'on parlait de la femme qui refuse les relations sexuelles pour punir l'autre, mais parfois c'est l'homme qui refuse aussi d'être dans l'acte sexuel. On ne soupçonne pas le nombre d'hommes parce qu'effectivement, c'est pas... Enfin, on le soupçonne pas parce qu'encore une fois, c'est les stéréotypes. Oui, d'hommes qui ont des écarts de désir, mais qui, eux, sont celui qui a le moins de désir. Effectivement, et parfois, ça va se traduire... Typiquement, en ce moment, j'ai un couple, monsieur... ils veulent faire un enfant et monsieur il dit oui, mais en fait son corps dit non et anéjaculation ou alors au début il y a des dysfonctions érectiles et quand effectivement il arrive à avoir une érection, anéjaculation. Ben oui, parce qu'il veut pas être père. Non. Il y a quelque chose qui bloque. On renvoie en psychanalyse. Il faut travailler le masculin. Non, mais je pense que moi c'est pour ça que je suis toujours aussi passionnée par la sexualité parce qu'elle parle toujours de nos symptômes au fond. On en arrive toujours à la même chose. C'est ça. Et si on veut pas, moi je prends un exemple très basique que tout le monde va comprendre. L'homme qui est dans une relation avec son épouse, tout va bien, etc. Il prend une maîtresse et là il n'arrive pas à bander. Son corps lui parle quand même. La culpabilité, j'imagine. Absolument. Vous seriez pas psychanalyste, Jean-Charles Bouchou? On a une piste en tout cas. Non mais voyez, il y a rien à faire. Notre corps, lui, il nous dit plein de choses et dans la sexualité, il nous en dit beaucoup. Oui, tout à fait. Les femmes ont l'habitude d'écouter leur corps, là où les hommes, effectivement, la première porte d'entrée dans la santé mentale, ça va être une dysfonction mécanique qui, en réalité, va être... Et c'est pour ça que moi, j'adore les consultations, parce que c'est un peu comme un Cluedo, vous voyez. Derrière le côté très marrant de dire « je suis sexologue », en réalité, ça mêle de la philo, de la psycho, de l'analyse, de la socio, donc non, c'est fascinant. Et comme vous le dites, il faut aller aussi au-delà des stéréotypes, au-delà des apparences et au-delà de ce qu'on veut bien nous montrer, de manière générale, dans la société. C'est pour ça que c'est important de ne pas... Enfin, moi plus j'avance à force d'écouter tellement de gens, plus je crois qu'il n'y a pas une règle, il n'y a pas de dogme. Chaque cas est un cas particulier, un individu, et il faut lui donner les pistes de se trouver lui-même. Bien sûr, oui, faire le Cluedo, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire partir à la recherche, ce que nous avons fait là depuis hier, en cherchant quel était souvent le trauma d'origine. Remonter au trauma, qui est bien souvent une répétition qui nous envoie très en arrière. Très loin, oui. D'ailleurs, dans notre sexualité, souvent, il y a des inhibitions, des peurs ou des blocages qui remontent peut-être à nos grands-parents, même parfois plus loin. Oui, c'est transgénérationnel, oui. Ça peut l'être. Et puis aussi, la sexualité, et ça, on a tendance à l'oublier, et j'imagine que vous le dites, c'est une redite du lien de l'attachement. Quand on a des attachements désorganisés, anxieux, évitants, on va s'attendre à l'autre de retrouver parfois encore une fois, cette même fusion. J'ai un exemple en tête d'un homme qui cherchait que l'autre le désire à tout prix. Et en fait, en réalité, il y a une blessure d'abandon, une mère absente. Et donc, du coup, il va rechercher cette même intensité émotionnelle dans la sexualité. Et ça, il ne faut pas l'oublier que dans la sexualité, on va essayer de reproduire ces émotions des premiers instants. Et si on est sur un attachement évitant, anxieux ou désorganisé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça a des conséquences. Mais je suis tout à fait d'accord. Eh très bien. On va terminer sur cet accord triangulaire. Voilà. Et puis je vais vous remercier tous les deux. Margot Théroux, merci. Vous êtes l'autrice donc de La Malbaise. C'est sorti aux éditions Payot. Le sous-titre « Pourquoi nous faisons moins l'amour et comment réenchanter nos ébats ». Jean-Charles Bouchou, merci beaucoup pour ces deux émissions, hier et aujourd'hui. On a parlé hier de la possession, aujourd'hui des luttes de pouvoir. Et je rappelle votre dernier livre, Les violences invisibles. C'est aux éditions Le Courrier du Livre. Elles sont aussi nombreuses, les violences invisibles, et elles sont parfois plus difficiles à repérer.
Et c'est donc un livre aussi nécessaire pour tous ceux qui sont peut-être pas heureux dans leur couple, qui ont l'impression qu'il y a des choses qui vont pas. Eh bien, peut-être que ça peut vous permettre de découvrir justement ces violences invisibles qui sont souvent des mots, des critiques répétées, etc. Lundi, on sera avec Vincent Hupertan et on va parler de la sexualité des seniors. Et oui, on prend de l'âge, la sexualité, comment elle va, quelles sont les solutions pour garder le plaisir lorsqu'on est homme, lorsqu'on est femme. Ce sera notre sujet lundi.